Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être aussi matinaux. Je ne sais pas, voilà, ça commence bien. Bienvenue à cette table ronde qui va parler de mémoire et d'identité. Oh là, je m'entends vraiment. C'est impressionnant. J'espère qu'un jour vous aussi vous pourrez avoir la chance de venir là parler dans un micro et de vous entendre en réverb pour capter l'ambiance de la salle. Je m'appelle Kat, moi je travaille sur internet, je travaille principalement sur une chaîne YouTube qui s'appelle Bolshevik où on parle de pop culture. Donc va évidemment y avoir des traces de références pop culture tout au long de cette table ronde. On essaiera de les expliquer au fur et à mesure, mais il y a aussi des techniciens, techniciennes hyper impliqués qui vont vous montrer des refs de choses dont on parle. Donc merci à elles et eux d'ores et déjà. Je vais présenter les gens que vous êtes réellement venus écouter parler ce matin. Je vais commencer par Sophie, vu que tu es juste à côté de moi, et je vais allègrement reprendre la présentation que tu as fait dans nos échanges mails, puisque je l'ai trouvée extrêmement claire. Voilà, et c'est toujours bien de bien comprendre le travail des gens, notamment quand ils ou elles, en l'occurrence, sont neuroscientifiques. Donc toi, tu es neuroscientifique, justement, tu es spécialisé dans les troubles de la parole et du langage. Tes travaux portent sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser après une lésion ou lors de récupération thérapeutique. Et donc cette plasticité, c'est ce qui permet aussi à la mémoire, dont on va parler ce matin, de se modifier, de s'adapter au fil du temps et des expériences. Est-ce que j'ai bien résumé un peu ce que tu fais? Est-ce que je ne me suis pas plantée? Non, c'est super. Merci. Bonjour à tous. Eh ben, merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. À côté de toi, Marge Nantel, toi, tu es notre caution imaginaire, on va dire, de ce matin. Tu es autrice, tu as été costumière pendant 15 ans. J'ai découvert ça sur ta biographie sur le site des Utopiales, je ne savais pas. Euh, En parlant des Utopiales, justement, l'année dernière, ton roman Code Ardent a gagné le prix Utopial 2024. Et cette année, tu as sorti un nouveau roman qui, si je ne dis pas de bêtises, est sorti en avril, qui s'appelle Orcast. Et les deux sont publiés chez Nemos. Donc, pour parler entre autres de ce que tu as fait, tu as publié d'autres ouvrages, notamment des ouvrages collectifs. Mais c'est peut-être plutôt sur ces deux romans qu'on va s'intéresser ce matin. Si- Oui, à mon avis, pour le sujet, Code Ardent va être notre principale cible, vu que là, il est vraiment question de mémoire et de manipulation du cerveau. Tout à fait, effectivement. Et donc, Thibaut Giraud, moi et peut-être probablement beaucoup de gens dans la salle te connaissent peut-être plus sous le pseudonyme de Monsieur Phi. Toi, tu es docteur en philosophie avec une spécialité en logique et en sciences du langage, en philosophie du langage, pardon. Et en 2016, tu as créé la chaîne YouTube de vulgarisation qui s'appelle Monsieur Phi. C'est bien ça. C'est bien ça, et je ne me suis pas plantée. Mais tu as aussi des ouvrages qui sont publiés, notamment Curiosité philosophique aux éditions du Seuil, Mm. de mémoire. Et puis, en 2025, tu as un nouveau livre, et je cherche mes notes en parallèle, voilà. La parole aux machines, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Il vient de Ouais. sortir. Ça parle des LLM, des trucs qu'il y a derrière ChatGPT. Voilà. Et vous deux, vos ouvrages sont trouvables au Salon du Livre, aux Utopiales. Oui, tous mes livres sont retrouvables à la librairie, voire des fois en deux formats. Allez, super. Écoutez, nous ce matin, on va parler donc de mémoire et d'identité. Je vais commencer par rapidement essayer de matérialiser. Alors, forcément, il nous faudrait beaucoup plus de temps, mais qu'est-ce qui matérialise, qu'est-ce qui façonne une personnalité? Peut-être qu'on va commencer par borner ça pour un peu effleurer notre sujet. Dans la science-fiction, peut-être même particulièrement plus dans le cyberpunk, il y a cette idée qui est très classique qu'on pourrait en tout cas tout convertir en données qui seraient matérielles et qui seraient transférables, qu'on pourrait s'implanter des idées, des souvenirs, voire même des rêves, qu'on pourrait les modifier, qu'on pourrait les travailler, qu'on pourrait les monnayer dans des méga corporations ou les dealer sous le manteau dans des ruelles sombres pluvieuses éclairées au néon. C'est quand même quelque chose qui est très présent et très classique dans cette littérature de l'imaginaire. Est-ce que dans la vraie vie, et là je vais me tourner vers toi, en quelques mots, c'est difficile cette approche, hein, on pourrait comparer la personnalité, l'expérience, ce qui fait l'individualité de quelqu'un à de la data en travaillant sur son cerveau? C'est en effet une première question assez difficile. Donc, comment on va définir la personnalité? C'est à travers chacune de nos expériences. Donc, on vit, on va effectuer des mouvements de vie, des moments de vie qui vont nous qualifier en tant que personne. Et
ça va constituer notre mémoire individuelle et former notre personnalité. Alors, oui, quelque part, c'est de la data, mais de là à la comparer à ce qu'on voit dans les ordinateurs, il y a quand même beaucoup de différences, surtout d'un point de vue biologique. On va évidemment aller creuser tout ça. Sur la question de la narration, en l'occurrence, je me tourne plutôt vers toi, Marge. En science-fiction, c'est presque un trope, cette question du cerveau, de la plasticité cérébrale, des données, etc. Est-ce que, et ça donnera aussi l'occasion de rentrer un peu plus dans qu'est-ce que c'est Code Ardent, qu'est-ce que ça raconte, est-ce qu'on finit invariablement consciemment ou pas, par tendre vers cette question quand on écrit notamment de la science-fiction, ou est-ce que c'est quelque chose qui est pas qu'on peut éviter, voire qu'on peut chercher volontairement à éviter? Alors pareil, question un peu ardue pour commencer. Là, en l'occurrence, je dirais que sur ce roman et la façon dont moi je conçois la science-fiction, forcément, je m'en suis pas éloignée. Je dirais qu'à l'inverse des exemples que tu as cités, là, il n'y a pas de data, c'est essayer de faire d'un humain, un robot pour essayer de transformer sa matière cérébrale en data, parce qu'il n'y a plus, en l'occurrence, de matériaux extérieurs pour créer des ordinateurs, etc. Donc, c'est de faire d'un humain un robot, mais finalement, la question de la personnalité, de la mémoire et de la façon dont on va concevoir sa pensée, essayer de la robotiser est effectivement centrale. Donc non, je n'ai pas réussi à m'en éloigner. Voire même, c'était pas l'objectif. Du coup, toi, les choix que tu as, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des choix justement de narration que tu as fait pour aller au cœur de ce sujet-là et écrire tes personnages en suivant cette idée-là? Alors, je suis partie sur l'idée que la technologie qu'on aime imaginer en science-fiction, justement, n'existe plus. On n'est plus sur du post-apocalyptique. Donc, la situation de la Terre, la raréfaction des ressources a fait que là, on n'est plus en mesure d'avoir recours à une technologie qui nécessite des matériaux. Donc, comme l'humain est cynique et a quand même envie d'avancer, on s'est tourné vers la ressource dont on manquait pas, les humains. Et on a essayé de robotiser des humains. C'est le fameux code ardent, où on a essayé de reformater le cerveau d'une partie de l'humanité pour qu'elle réponde à des codes et qu'elle se comporte en fait comme un ordinateur. Voilà. Merci. En plus, tu as rendu ça hyper synthétique. J'étais en train aussi de préparer ma prochaine relance, donc c'est parfait. Ça va me permettre d'enchaîner sur un thème qui nous a reliés tous les trois et dans les discussions qu'on a eues par mail avant. Moi, j'aimerais bien aborder avec vous la question de l'expérience vécue et de la remise en cause de l'expérience vécue, justement quand on travaille sur ces questions de technologie, pas technologie, travail du cerveau, comment on se construit, comment on va évoluer en tant qu'individu. La première chose pour aborder ça que je voudrais vous proposer, c'est de parler d'une vidéo que tu as fait, Thibaut, qui s'appelle Le cerveau colossal, dans laquelle tu parles tu racontes une expérience de pensée. En fait, tu racontes l'histoire de Joe, le colosse, et de la manière dont on va venir pallier à justement est-ce qu'on peut dire la mort de son corps et de son cerveau? Je ne sais pas. Alors en fait, le point de départ, c'est d'imaginer, on découvre une planète sur laquelle vit des espèces extraterrestres colossales. Je sais pas si, ah oui, voilà, on voit j'avais fait des illustrations. Paria, je suis désolé. Ça, c'est un extrait d'un film de Disney qui est très bien, mais c'est un peu un spoil. Enfin bref. Et l'idée, c'est des êtres vivants aux dimensions tellement colossales, mais dont le métabolisme est du coup très très lent, mais il est très très similaire au nôtre.
Ça permet d'introduire l'idée que on peut visiter, on est à peu près de la taille de, je sais pas, d'une bactérie, donc on peut visiter son cerveau et observer en détail comment fonctionne tout ça. Et on s'aperçoit que, par exemple, on comprend très bien comment fonctionne un neurone, et la tâche d'un neurone est quelque chose de relativement simple à faire. Un être humain est capable de reproduire la tâche d'un neurone de Joe, en tout cas, de ces colosses-là. Et l'idée, c'est que, donc, à un moment donné, il y a un neurone qui meurt, ça peut arriver, et puis il y a un être humain qui se décide de faire la tâche du neurone à la place du neurone qui vient de mourir. Et petit à petit, en fait, tout son cerveau va être remplacé par une administration de gens qui font les tâches des neurones, de ce que faisaient les neurones avant. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'à la fin, cette administration qui réalise exactement la même fonction qu'avait son cerveau au départ, est-ce que du coup, quand Joe le colosse a des expériences, par exemple, qui se cogne le pied contre une montagne en se déplaçant et que ça lui fait très mal, est-ce qu'il a vraiment cette expérience de douleur? Donc voilà, c'est une expérience de pensée qui reprend un thème assez classique des problèmes que pose ce qu'on appelle la conception fonctionnaliste de l'esprit, qui consiste à dire en gros que les états mentaux sont la réalisation de la fonction du cerveau et sont indépendantes du substrat. Et voilà, donc c'est une façon de raconter cette histoire de façon en donnant un contexte qui permet de mieux comprendre comment est-ce qu'on pourrait arriver à une situation où une administration réalise effectivement la fonction d'un cerveau. Mais je raconte ça très mal, c'est bien mieux raconté dans la vidéo. Donc, voilà. Allez voir cette vidéo. Mais je trouve pas que tu racontes ça mal. Est-ce que quand on est scientifique et qu'on travaille sur le fonctionnement du cerveau, les expériences de pensée comme ça, c'est des choses sur lesquelles on va venir aussi réfléchir, s'appuyer, discuter avec ses collègues Oui, oui, bien sûr. On fait beaucoup d'expériences de pensée pour cibler un cadre théorique. On essaye aussi de rendre ce cadre théorique biologiquement plausible. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre comment l'organisme humain fonctionne. Et puis essayer de confronter donc, la théorie qu'on a fondée sur des mécanismes de pensée, eh bien, va s'adapter à ce milieu biologique-là. Et en plus, toi, tu lis de la science-fiction. Je le sais puisque tu as même lu le livre de Marge. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent très tentantes, très approchables, et des choses sur lesquelles tu te dis, ouais, là, quand même... Ouais, quand je lis de la science-fiction, j'essaye pas tellement d'y approcher mon métier. C'est vraiment juste pour découvrir un autre univers. C'est souvent très enrichissant. Et non, je vois ça d'un œil plutôt nouveau. Ça me donne des idées, ça me donne des pistes de réflexion qu'il faut raccrocher bien entendu à la réalité. Mais c'est plutôt une source de réflexion. Alors, quand même, la question de la remise en cause de l'expérience vécue, toi, tu la travailles sur un point de vue philosophique et logique, et on va même pousser la discussion un peu plus loin, voire même éthique. Toi, scientifique, toi, littéraire. Mais n'empêche que quand on s'approche de cette question, dans notre travail, quel que soit l'axe qu'on choisit, il va falloir qu'on y apporte une forme, alors pas forcément de réponse, mais de cheminement de pensée, et voire même d'aboutissement quand on écrit de la fiction. Est-ce que cette question de perception différente de l'expérience vécue, elle est difficile à appréhender? Alors, est-ce que ma question est claire déjà, premièrement? Mais tu vois, typiquement, dans le cas de Joe, se poser la question s'il ressent la douleur ou s'il ne la ressent pas, et du coup, travailler à partir de ça, est-ce que déjà c'est dur de se le figurer? Et toi, en écriture de l'imaginaire, tu dois l'écrire, c'est-à-dire que si tu décides que ton personnage va vivre une expérience qu'on va par exemple lui implanter, pardonner, pour essayer de travailler sur la manière dont on peut le robotiser, comment on va venir raconter cette expérience-là vécue? Est-ce qu'on va essayer de la faire réaliste, crédible, au sens où le personnage l'a vraiment vécu? Ou est-ce qu'on va essayer de se distancier de ça? Alors après, en tout cas, sur le plan, je dirais, du roman, ça dépend de ce qu'on veut faire passer vis-à-vis de ce personnage. Est-ce qu'on va plutôt s'attacher à ses sensations, à son expérience personnelle, ou est-ce qu'on fait un compte-rendu pour le lecteur? Là, par exemple, sur Code Ardent, les deux se confondent, vu que l'idée, c'est justement que le personnage a été tellement... comment on va dire, il a été réduit à une pensée pour faire des comptes rendus clairs et non émotionnels de tout ce qui se passe
en lui. Donc on va dire que les deux se confondent un petit peu. Mais effectivement, il y a un moment où il va reprendre un petit peu son cerveau. Et là, effectivement, il faut réussir à mêler l'expérience réelle à sa sensation de vécu. Effectivement, c'est un petit peu ardu, mais je dirais que ça dépend vraiment de l'information qu'on a envie de faire passer au lecteur. Est-ce que vous avez envie de rebondir ou pas spécialement? Sinon, je remets une pièce dans la machine, pas de souci. Par exemple, une série dont je vous ai parlé quand on a échangé par mail en préparation de cette table ronde, moi qui m'a beaucoup marqué sur cette question de la différence entre ce qu'on vit, ce qu'on perçoit comme expérience vécue et ce qui est potentiellement réel, c'est la série Dollhouse. Alors je ne sais pas si quelqu'un l'a vue dans la salle ou des personnes l'ont vue dans la salle, mais très rapidement pour vous la pitcher, c'est une série de science-fiction qui raconte le fait que des personnes sont récupérées par une méga corporation qui va venir racheter leurs dettes financières ou sociales en échange de temps de leur vie. Ces personnes-là, on va leur effacer leur personnalité, on va la stocker sur des disques durs. Et puis, quand des commandes vont être passées à cette corporation pour avoir tel ou tel type de personnalité, on va prendre ces individus, leur composer une personnalité à partir de données trouvées sur Internet notamment, et venir leur réimplanter. Donc par exemple, l'exemple que j'ai pris l'autre jour pour raconter, essayer de pitcher mal cette série à quelqu'un, c'était, mettons par exemple, pour son anniversaire, Jean Sarkozy veut une call girl qui fait de la moto, du karaté, qui sache chanter, faire de la lap dance et qui sache déguster des mangues pour faire plaisir à sa famille. Eh bien, on va pouvoir lui implanter ça. Elle va aller faire l'anniversaire, ça va être sa mission. À la fin de la mission, la corporation la récupère. Alors c'est pas la bonne illustration. Je ne sais pas ce que c'est Dollhouse de John Hunt, mais je ne crois pas que ce soit la série de Joss Whedon en revanche. Qu'on voit dans les retours, je me permets de le signaler à la technique. Et à la fin donc de cette journée-là, la personnalité de cette envoyée, de cette doll, de cette poupée, est effacée. On la remet dans la maison de poupée, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Là où ça m'intéresse de discuter ça avec vous, c'est que dans notre sujet, dans notre thème, il y a la mémoire, les expériences vécues, comment ça va venir modifier, et est-ce qu'à la fin on est une altérité différente. Déjà, est-ce que ça vous évoque des réflexions, que ce soit sur un point de vue imaginaire, éthique, philosophique, scientifique, cette série que je vais vous pitch mal? Alors, en fait, l'idée que la notion de personne soit vraiment liée à la mémoire, ça remonte à John Locke, donc fin 17e, qui va proposer, il va écrire un long chapitre dans son traité sur l'entendement humain qui traite de la question de l'identité personnelle et de la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est la même personne à travers le temps. C'est ça la grande question. Pourquoi est-ce que je suis le même qu'hier? Pourquoi je serai le même que demain? Et avec en vue d'ailleurs un souci juridique. C'est-à-dire que la question c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est pertinent de juger quelqu'un pour un acte passé et de le punir plus tard. Et il faut pour que ça ait un sens tout ça, il faut qu'il y ait une continuité de la personne. Et son grand critère justement, c'est un peu là que ça vient, toutes ces histoires de mémoire, c'est la mémoire. C'est pour lui, c'est le fait d'avoir la conscience des actes passés et un intérêt vis-à-vis de ce qui va m'arriver dans le futur. C'est ça qui crée le fait d'être une personne, d'être la même personne à travers le temps. Et donc, s'il regardait la série, il se dirait que, en fait, au moment où on implante des souvenirs, enfin complètement une personnalité différente, c'est une autre personne. Et notamment d'un point de vue juridique, si par exemple pendant sa mission, la poupée tue quelqu'un, la personne originelle ne serait pas comptable de cet acte-là, puisque c'est pas, c'est plus la même personne. À partir du moment où on change sa mémoire, c'est plus la même personne. Et à l'inverse, par exemple, si on prend la mémoire de quelqu'un et qu'on l'implante dans cette poupée et que c'est la poupée qui fait le meurtre, elle considérait que la personne d'origine est comptable de cet acte-là, puisque c'est de son point de vue la même personne. Ça pose plein de problèmes, cette théorie de la personne comme étant liée à la mémoire, mais en tout cas, ça a beaucoup marqué. Et en fait, c'est dur de trouver une théorie qui soit meilleure que celle-ci. Genre, globalement, d'une façon ou d'une autre, notre conception de ce qu'est une personne est très souvent, très étroitement liée à la mémoire. Mais scientifiquement? Alors scientifiquement, quand on parle de mémoire, c'est vrai qu'on a souvent, on imagine souvent une sorte d'archive ou alors un disque dur dans lequel nos souvenirs seraient stockés pour toujours. Mais en fait, la mémoire est beaucoup plus dynamique. Elle n'a rien de quelque chose de figé.
Et dans ce processus dynamique, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on se souvient, on va réécrire un peu notre passé. Donc ça rejoint la série dont tu parles. En fait, les études en neurosciences, elles ont montré que quand on se remémore un souvenir, on va pas seulement le rejouer, mais on va le reconfigurer. Donc ça, c'est des études qui ont débuté dans les années 2000, principalement par une équipe dirigée par Joseph Ledoux, qui montrait que quand on expose des gens à un souvenir particulier, ils vont l'encoder dans leur cerveau, et puis on leur demande à un moment donné de se souvenir, juste de se souvenir. Et on bloque en fait l'élaboration d'une protéine dans le cerveau. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont perdre ce souvenir parce que cette protéine, elle code spécifiquement pour le recodage de l'information. Donc quand on veut se souvenir de quelque chose, on va recoder cette information et si on empêche la protéine de naviguer dans le cerveau, eh bien on va empêcher le souvenir de se reconsolider, donc on va le perdre, il va disparaître en fait. Donc on est vraiment face à une procédure de reconsolidation qui fait vraiment le lien entre notre mémoire et notre identité. À chaque fois qu'on veut se souvenir, on réencode un tout petit peu le souvenir, on le teinte de ce qu'on est maintenant et ça va réencoder en mémoire un souvenir avec un tout petit peu de différence par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Donc de la même manière que les cellules de Joe ou l'expérience de pensée qui est assez proche sur le bateau de Persée où on change des clous, des planches, etc. En fait, nos souvenirs de Thésée. Voilà, c'est pour ça qu'il est là et que c'est pas moi qui suis le cerveau de la bande. En fait, nos souvenirs sont quasiment presque que des souvenirs neufs s'ils sont en permanence réécrits. Oui, enfin, ça reste quand même des vécus antérieurs. Donc ça reste un souvenir. Par contre, c'est vrai qu'ils ne sont pas complètement indépendants de notre personnalité aujourd'hui. Donc si aujourd'hui on est très gai et qu'on a vécu quelque chose de plutôt difficile antérieurement, eh bien on va reteinter ce souvenir plutôt délicat d'une ambivalence positive. Mais du coup, ça fait le lien avec ce que tu disais. Si on se base là-dessus, notamment pour des conceptions morales, voire juridiques d'une personne, de ce qui qualifie la personne, qu'est-ce qui se passe en cas d'altération de tout ça? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, en cas de trouble amnésique ou en cas de, par exemple, la maladie d'Alzheimer, tout bêtement, c'est très compliqué, hein, mais quand on vient altérer cette chose qui serait constitutive de ce qu'on est nous en tant qu'individu, et là vient la question fondamentale de cette table ronde, est-ce qu'on est un nouvel individu, dissocié de l'individu qu'on était avant? Est-ce qu'on est une continuité, et laquelle continuité? Non, on ne perd pas notre identité, on va juste l'ajuster à chaque fois qu'on se souvient de notre passé. Donc on ne devient pas une nouvelle personne. Ce sens-là. Mais est-ce que en littérature d'imaginaire, c'est pas quelque chose qu'on aborde aussi en se demandant, tiens, est-ce qu'on est une nouvelle personne? Alors là, j'ai clairement évité le sujet en faisant en sorte que ce personnage n'ait pas d'identité. En fait, c'est ça, on va dire, le cœur, le début de cette histoire, c'est que ce personnage, on a écrasé toute idée d'identité. Il n'a même pas conscience que son corps lui appartient. Et justement, pour éviter cette plasticité des souvenirs, c'est voir, c'est là où on rentre à mon avis dans la science-fiction pure, c'est voir comment on peut encoder, enfin on peut former un individu, massacrer presque le cerveau d'un individu pour qu'il ne soit plus qu'un enregistreur. Et sur la question du qu'est-ce qui se passe s'il répète ce souvenir, là j'ai fui. Clairement, c'est-à-dire que quand il a redonné l'information, il l'oublie. Voilà. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas... du coup, son identité ne change pas parce que le cœur du sujet, c'est qu'il n'a pas d'identité. Et c'est là, à mon avis, où était la science-fiction, c'est réussir à avoir un personnage qui n'existe pas en tant qu'individu. Mais du coup, quand tu dis j'ai fui la question, est-ce que tu t'es dit trop compliqué, je n'y vais pas, ou est-ce que tu t'es dit c'est pas le sujet et de toute façon on va ouvrir une porte de réflexion là-dessus qui va être trop prenante pour nous en tant que lecteurs et lectrices et qui va un peu nous distraire du fil que tu avais envie de suivre?
Alors j'ai commencé en me disant, c'est pas le sujet, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un non-individu. Et au moment où la porte a commencé à s'ouvrir, là je me suis dit non, c'est vraiment trop compliqué. D'accord. Pour un peu continuer sur cette thématique-là, je surveille la montre en même temps, hein. Je suis désolée, enfin, j'ai l'air mal poli, mais c'est pour essayer d'aller le plus loin possible dans la discussion. Sur la question de justement, est-ce que ça crée des altérités et des choses comme ça, en philosophie et sur des questions purement éthiques, est-ce que toi, c'est des questions que tu t'es déjà posées, par exemple, sur mettons une personne amnésique, réelle ou imaginaire, et la prolongation de qui est cette personne et comment elle va pouvoir fonctionner en société? Typiquement, c'était le genre de sujet dont discutait Locke dans le chapitre dont je parlais, et lui, il défend effectivement que, en somme, ce que fait l'homme ivre quand il a vraiment ivre-mort, qui ne peut pas se souvenir de ce qu'il a fait, du coup, on ne peut pas lui imputer. Il va défendre des choses de cette sorte-là. Ce qui est un petit peu. Mais en même temps, on peut avoir des situations où, par exemple, si vraiment on me met sous l'effet d'une drogue qui altère complètement mon jugement, effectivement, on va me considérer comme irresponsable. Donc ce genre de thématique, effectivement, reste. Après, moi, je suis pas là pour trancher ce genre de question qui est assez difficile. Et en fait, il faut bien comprendre que le concept de personne tel qu'on l'a, parce que en gros, ce que faisait Locke, qui était un petit peu original, c'est de se dire, en fait, on a effectivement l'identité du corps. Il définit très bien ce qu'est l'identité du corps humain, mais il tient à avoir un autre concept qui est l'identité de la personne, en disant, même si en pratique un corps, une personne, en règle générale, hein, c'est relativement simple avec l'organisme humain, mais en théorie, il y a quand même une distinction conceptuelle à faire entre l'identité simplement fonctionnelle du corps, qui peut être définie par le fait, la continuité du fonctionnement de l'organisme, et puis une notion plus abstraite, plus complexe, qu'il associe donc à la conscience de soi et à la mémoire, et qu'il appelle l'identité personnelle. Mais du coup, Mais en pratique, en fait, les deux se superposent dans les usages ordinaires. Et comme le langage est fait pour parler des cas ordinaires, en fait, le concept de personne est très proche. Enfin, je veux dire, on va reconnaître une personne en identifiant un corps, disons, en pratique. Mais disons, en théorie, on peut inventer toutes sortes de cas bizarres dans lesquels, et c'est pas que des cas théoriques, parce qu'effectivement, on peut avoir des situations dans lesquelles on a des états de conscience très altérés. Et ben, dans ces situations-là, ça vaut le coup d'avoir une conception plus fine de l'identité personnelle, justement pour ne pas attribuer trop vite la responsabilité à des personnes qui voilà, étaient dans des états bizarres. Je suis pas sûr d'avoir bien répondu du tout. si, je trouve ça hyper intéressant. En plus, ça questionne sur aussi l'affirmation qu'on entend souvent sur le fait de dire que une personne, une identité, c'est la somme de nos expériences vécues. Et que justement, le cas limite, il arrive au moment où, déjà, c'est quoi la somme de nos expériences vécues, et ensuite, cette question de la mémoire vient en plus rentrer en jeu, parce que dans la définition en plus que Locke propose, il y a quand même, je trouve, un présupposé qui est que du coup l'identité personnelle, elle est fragile, voire friable. Elle pose plein de problèmes, notamment des problèmes de continuité. Normalement, une relation d'identité, si A est identique à B et B est identique à C, normalement A est identique à C. Je ne sais pas si tout le monde a suivi l'idée. Et en fait, l'un des problèmes de la mémoire, notamment, c'est qu'effectivement, elle est relativement friable. Je me souviens de ce que j'ai fait hier. Hier, je me souviens de ce que j'ai fait la veille, etc. Je peux remonter jusqu'à très loin, comme ça. Mais très clairement, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait quand j'avais 3 ans. Pourtant, on peut considérer que je suis quand même la même personne. Mais comment s'applique le critère de Locke de la mémoire à ce moment-là, dans la mesure où, en fait, je ne m'en souviens pas vraiment. Mais il y a cette sorte de continuité mémorielle, quand même, qui peut-être peut sauver cette idée d'une identité de la personne, parce que il y a quand même une succession d'événements dont je me souviens, et voilà, on peut retracer un fil. Mais effectivement, ça donne au concept de personne des contours assez flous. Ce qui n'est pas forcément en fait un défaut de la théorie, parce que je pense que le concept ordinaire de personne, il est effectivement assez flou en fait. Et voilà. Est-ce que tu veux réagir? Je te vois hocher la tête. Rajouter, compléter, rebondir, tout ce que tu veux. Non, je pense que c'était très juste. En fait, chaque fois qu'on va rejouer un souvenir, on va le faire dans un cerveau qui a un tout petit peu changé. Et c'est exactement ce qu'il disait juste avant. On
va juste réajuster notre personnalité avec le souvenir qu'on vient de se remémorer. Et on se raconte notre propre histoire. Donc, notre personnalité, elle est faite de ce qu'on veut bien conserver de notre histoire, de la somme de tous nos souvenirs. C'est vrai. Je voulais du coup te poser une question. Du coup, quand une personne, je bosse beaucoup avec des comédiens qui savent très très bien refaire leur propre histoire. Du coup, par moment, quand ils me racontent quelque chose que je sais très bien ne pas s'être passé comme ça, en fait, dans leur tête, il est tout à fait possible qu'ils soient arrivés à cette version-là, c'est la vraie version. Oui, et c'est pas un mensonge. Il faut pas le prendre a priori comme un mensonge. On a tous notre propre vécu d'un événement, et il y a des choses qui vont plus nous marquer que d'autres. Donc on va retenir par exemple que le soleil était radieux ce jour-là, alors qu'à un moment donné il n'y a plus. Et toi, tu auras peut-être justement le souvenir que ben non, il n'y a plus ce jour-là. Donc quand je discute avec eux, il faut vraiment que j'ai des photos à l'appui. C'est une possibilité, oui. La question de la preuve, elle est intéressante. Moi, je vais vous emmener sur encore une thématique un peu plus loin là-dessus, qui va tous nous mettre de bonne humeur en ce samedi matin charmant, puisque cette question-là, pour moi, je ne peux pas m'empêcher de la lier au thème la mémoire, de la lier au thème de la mortalité et de la question du deuil. Voilà, je sais poser des ambiances le matin. Comptez sur moi pour venir animer vos matinées les plus ensommeillées. Cette question-là, pour moi, elle est importante dans notre sujet parce que si on présuppose que justement cette continuité de la mémoire, du souvenir, etc., va nous faire exister en tant qu'individu, en tant qu'être, eh bien, le recours au souvenir crée-t-il une forme d'immortalité, et si oui, laquelle, et remet-il complètement en jeu toute cette notion de mortalité et la question aussi du deuil, qui est intimement liée à la question de la mortalité. Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que ce soit dans l'avancée des recherches scientifiques qui ont quand même aussi pour but de comprendre comment on fonctionne et pour une certaine part de recherche aussi de ralentir du vieillissement, de travailler sur comment nos corps vieillissent, changent, se transforment, etc. Mais aussi évidemment en littérature de l'imaginaire ou en science-fiction même de manière très générale, cette question-là, elle est tout le temps au cœur des œuvres et des récits, in fine. Qui veut s'emparer, s'empare. C'est vrai, c'est le choix qui avait été donné à Achille au départ, soit de vivre une longue vie, mais il finira oublié, ou au contraire d'atteindre l'immortalité en marquant les mémoires, en devenant voilà, ce héros dont tout le monde se souviendra. Et donc il a fait ce choix-là. Donc effectivement, ce lien entre la mémoire comme une façon d'accéder à l'immortalité, donc marquer la mémoire des autres pour devenir immortel. Mais tu vois, je sais que tu t'intéresses beaucoup à la question de l'IA et de ses dérivés et très largement aux recherches technologiques dans ces questions-là. Je pense que c'est une idée qui fait très largement son chemin chez les manias de la Silicon Valley, de par exemple pouvoir digitaliser leur esprit, leurs pensées, etc. Et de devoir même de les réimplanter soit dans des gens, soit plus tard s'auto-réimplanter quelque part. Ça pose aussi des questions purement... Ah oui, alors ça, c'est pas le même genre de façon de marquer les mémoires, si j'ose dire. Là, Non, mais pour moi, il y a ces deux thèmes, c'est-à-dire la mémoire, le souvenir en tant que respectabilité, que légende, etc. Et comment va se passer un souvenir, qui est une première question. Et la deuxième question, c'est très concrètement, aujourd'hui, on a des gens qui travaillent, on va dire, activement et physiquement au fait de se réimplanter, de continuer à, pour de vrai, exister au travers de technologies, quoi. Après, c'est pas juste la mémoire, en l'occurrence, c'est plus le fonctionnement de l'esprit, essayer de reproduire le fonctionnement de l'esprit sur un autre substrat, effectivement. Mais bon, ça reste relativement hypothétique à ce stade. C'est pas quelque chose sur lequel tu travailles ou qui te fascine. Moi, j'avoue que je trouve ça horriblement fascinant. Je sais pas si j'arrive à transmettre. Enfin, ça m'horrifie en même temps que ça me fascine le fait de les voir à ce point-là vouloir se sauvegarder, quoi. La question de savoir est-ce qu'ils seront la même personne. Enfin, c'est une question très théorique, c'est-à-dire que même si je sais pas, je reproduis le fonctionnement de mon cerveau dans une machine, disons, donc à partir du moment où voilà la machine est lancée, voilà, maintenant, en fait, j'ai plutôt créé une copie de moi-même que acquis l'immortalité moi.
Enfin, ça dépend après. Quelle est la conception de la personnalité de la personne qu'on a justement. Si on est loquien, on considère qu'à ce moment-là, on s'est en quelque sorte dédoublé, et qu'il y a vraiment une version de moi qui continue d'exister. Mais je dois avouer que j'aurais plutôt l'intuition que, enfin, genre, admettons. On m'explique la procédure, mais simplement à la fin de la procédure, une fois que je suis uploadé, il faut détruire mon cerveau d'origine. Moi, j'ai l'impression que si je monte dans cette machine-là, je vais juste mourir. Et après, il y a une sorte de copie de moi qui va continuer de vivre son existence digitale. Mais qui n'est pas toi, même si c'est une copie Je similaire. serais mort, moi, mais bon, voilà. Est-ce que vous voulez réagir Ouais, quelque chose qui va dans ce sens-là, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches qui se font sur le lien entre le cerveau et le corps, et que le cerveau, il fonctionne pas de manière autonome. Il est son fonctionnement est très contraint avec le métabolisme corporel. Donc, même si on code complètement le fonctionnement d'un cerveau dans une autre machine, il va forcément fonctionner différemment parce que il sera pas contraint par toute la biologie qu'il y a dans ce corps. Et sur cette question-là, est-ce que, par exemple, toutes les recherches autour de la c'est dur à dire ce mot, cryogénisation, elles viennent aussi remettre en question cette théorie-là. Enfin, c'est pas une théorie d'ailleurs, c'est un fait scientifique. Comment on travaille Ma question est plus purement étant comment on travaille avec l'hypothèse que la cryogénisation, notamment du cerveau, pourrait conserver de manière figée des fonctionnements, mais aussi tout ce qui va constituer un individu au sens plus large. Je pense que j'ai aucune connaissance sur ce sujet, désolée. Pas de souci. Est-ce que tu veux réagir ? Moi, en fait, je me suis arrêtée à l'étape d'avant la mise en data du cerveau. Voilà, où je voulais réagir, c'était plus sur le côté deuil. Et en fait, le deuil, c'est la mémoire, et là où c'est important dans l'identité. Là, en fait, moi, je suis arrivée au moment où le fait de vivre un deuil et d'être conscient d'un deuil, c'est déjà l'accès à la mémoire. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte qu'on est humain et qu'on a une identité. Je dirais que moi, je n'ai pas poussé plus loin, mais que ce côté humain Pardon. Excusez-moi. Que ce côté humain de la mémoire qui permet justement de faire son deuil, c'était l'accès à l'individualité que je cherchais, là en l'occurrence, moi dans mon écriture, où l'humain est quand même beaucoup plus important que la machine. J'ai envie de vous faire réagir sur quelque chose que j'ai vu passer récemment. C'est un livre qui va sortir, il me semble, cette semaine aux éditions Timelapse, qui, je regarderai mes notes après pour vous redire le nom de l'autrice qui m'échappe à l'instant T, mais qui propose comme postulat de départ que c'est un monde qui va arriver peut-être prochainement, où les tombes dans les cimetières sont des écrans, et où ces écrans contiennent des IA qui peuvent être génératives et qui se nourrissent de toutes nos traces numériques pour recréer cette personne-là, et que quand vous allez par exemple au cimetière vous recueillir sur la tombe de votre mère, vous pouvez discuter avec votre mère, et je mets des guillemets de boumeuse avec mes doigts encore une fois. Cette question-là, qu'est-ce qu'elle vous évoque, qu'est-ce qu'elle vous suggère en termes d'émotion ou de réflexion sur le fait que c'est une potentialité qui aujourd'hui est de la science-fiction, mais en fait ce qui est très 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 atteignable, très proche, voire même réalisable quasiment physiquement demain, le fait de se dire demain je pourrais potentiellement aller dans un cimetière, discuter avec mon proche défunt, en revivant avec il ou elle plein de souvenirs, plein de choses qui ont existé pour nous, qu'une intelligence artificielle a pu synthétiser à partir de toutes nos traces numériques et élaborer là-dessus. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? C'est très clairement techniquement réalisable, quasiment avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre toutes les traces, vous pouvez entraîner avec votre historique WhatsApp ou Messenger, et ce qui est la synthèse vocale aujourd'hui, on fait des trucs, mais c'est terrifiant à quel point ça marche bien. Donc clairement, avoir un chat vocal avec comme ça un parent disparu, c'est totalement de l'ordre du possible. Voilà. Donc après, est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense pas. De toute évidence, c'est une idée de merde. Mais mais c'est techniquement possible.
Je trouve ça assez effrayant, pareil. Et c'est amusant parce que j'ai lu récemment une nouvelle qui était un petit peu dans la même veine, où un personnage parlait de parler limbe à... alors je sais plus si c'était sa mère, sa femme, ça n'a pas beaucoup d'importance, et qui exploitait le côté aussi très faux, très factice de ce procédé. Parce que si la mémoire est plastique et évolue, quel intérêt de ressasser des souvenirs qui finalement n'existent plus vraiment tels qu'on les a en tête. C'est assez effrayant et finalement pas très intéressant, je trouve. Peut-être il y a des personnes qui voudraient, en fait. Je me dis, parce qu'on pense à la personne qui fait son deuil, ouais, mais peut-être la personne qui meurt, en fait, elle voudrait comme ça continuer d'exister de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là? Je veux dire, c'est son souhait. Ça serait je trouverais ça très bizarre de vouloir ça. Mais voilà. Je pense que ça pourrait être pas. Enfin, je serais pas du tout étonnée que si on me citait certains noms, notamment dans les manias de la tech, qui voudraient ça. Je serais pas surprise. Est-ce que c'était quelque chose, Sophie, ou pas du tout? Et je pense que ça mérite d'être testé. Donc je ne serais pas aussi vindicatif sur le fait que c'est pas bien. Faudrait évaluer, je ne sais pas, peut-être que ça peut aider les personnes à faire leur deuil, justement, d'avoir un temps d'échange. L'intuition que j'ai, c'est qu'il faut que ce temps d'échange soit relativement court, parce que si ça allonge dans le temps, ça peut être vraiment très perturbant. Mais on peut envisager que ce soit un temps qui permette aux personnes de faire leur deuil de manière plus facile que quand il n'y a plus de contact du tout. Mais est-ce que cette question ce deuil même, il est encore réel? Et c'est une question que on va dire très schématiquement et avec des gros sabots, l'ère numérique, elle pose en permanence. C'est que les personnes disparaissent quasiment plus, d'une certaine manière, voire peut-être techniquement, alors pour l'instant dans l'imaginaire et peut-être dans la technique réelle, à un moment donné, ça va potentiellement être une réalité, qu'une personne ne disparaisse plus. Est-ce que du coup, nous, nos conceptions et notamment nos mécaniques vraiment purement scientifiques de traitement de l'information, etc., est-ce que ça nous, j'allais dire, casse pas un peu le cerveau de manière très barbare? Le fait de se dire, du coup, si je parle avec cette personne, c'est que elle est pas partie, donc je ne suis pas en deuil, si je schématise. Je pense qu'on peut envisager ce genre de déviance, c'est sûr, mais ce ne sera pas la norme. On est confronté à un deuil, on sait très bien que la personne a disparu. La réalité, elle est là. Donc, même s'il y a une interaction possible via un ordinateur. Mais cérébralement, on va considérer, tu penses, de la même manière, et le cerveau va traiter l'information de la même manière qu'on a l'habitude de faire avec un processus classique? Ah non, je pense que ce sera différent, mais ça ne veut pas dire que ça déforme à ce point-là notre réalité. Notre réalité, c'est que notre proche est décédé. Vas-y. Juste, c'est vrai que je suis un peu sceptique sur la question, mais c'est certainement parce que j'y connais rien. Mais quand je vois que certaines personnes en viennent à personnifier des logiciels, effectivement, je me pose la question de est-ce que à un moment le cerveau fera cette différence entre la personne n'existe plus ou c'est juste elle est très loin, elle existe d'une autre manière. Et c'est vrai que je suis pas sympa avec le cerveau humain, mais j'avoue, je suis assez dubitative sur notre capacité à terme, si jamais ça existait, à faire cette différence. Oui, c'est une très bonne réflexion. Moi, c'est une question que je me pose aussi, pareil, dans les mêmes, je pense, contextes et données que j'ai que toi. Parce que quand on voit, on avait la discussion hier sur une table ronde à laquelle j'ai assisté, par exemple, des personnes qui tombent amoureuses de chatbots, qui veulent se marier avec leur version de leur téléphone de ChatGPT. Qu'est-ce que ça dit en fait de nous et de notre fonctionnement aussi, et de qu'est-ce qu'on considère être une identité et une altérité qui peut être part de notre quotidien, qui peut être réceptrice d'une forme d'amour. Vas-y, je t'en prie. Non, je sais pas quoi dire, mais en vrai c'est compliqué et on traite énormément le sujet par la moquerie et je pense qu'il faudrait arrêter de traiter trop ce sujet par la moquerie parce que ça devient un truc, je sais pas comment dire. Évidemment, en réalité, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est une très mauvaise idée de tomber amoureux d'un chatbot, ne serait-ce que parce que en fait, la personne en question ne t'appartient pas, genre elle peut changer suite à une mise à jour, c'est un problème. Et la façon,
ouais, les relations que les êtres humains ont de plus en plus avec des intelligences artificielles qui écrivent, voilà, qui sont capables d'exprimer des pensées de façon assez enfin, avec lesquelles on peut avoir des conversations qui sont plus, en tout cas au quotidien, plus longues et plus construites et auxquelles on peut dire davantage de choses qu'avec bien d'autres gens. Enfin, je sais pas, c'est pas si simple d'avoir des conversations. Les conversations qu'on a avec un chatbot aujourd'hui, elles sont difficiles à avoir avec des gens de façon au hasard. C'est pas le genre de conversation. C'est plus que simplement une bête projection et il tombe amoureux d'un reflet. C'est quand même plus complexe que ça. Et j'ai l'impression que la façon dont on le traite systématiquement sous l'angle de la moquerie et empêche de voir ça. Et bref, j'ai pas d'idée. Je suis pas amoureux de mon chatbot, je précise. Et juste, voilà, j'ai l'impression que si on regarde ça peut-être dans 10-15 ans, on trouvera très étrange la façon dont on ne voyait pas l'importance de ce truc-là. Et c'est pas juste tomber amoureux, c'est simplement considérer les chatbots en question comme des véritables interlocuteurs, quoi, simplement. Et c'est pas naïf en réalité, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a comme objet est vraiment d'une complexité telle que ouais, c'est pas absurde. Je suis désolé, c'est un peu confus ce que je raconte. Non. Non, mais je pense que c'est ce qu'on cherche à faire aussi, hein. On développe des chatbots qui ressemblent à des humains avec qui on pourra avoir une conversation en réelle, réalité, qui vont non. nous aider dans nos décisions. Alors, on développe des chatbots et on fait en sorte, justement, ils essayent d'éviter ça. C'est-à-dire qu'en réalité, si on voulait avoir des chatbots qui ressemblent à des humains, d'ailleurs, il y en a qui font ça, genre Replica fait ça, et ça, c'est un petit peu Non, malsain. qui ne ressemblent pas à des humains, mais qui nous aident à la prise de décision. Ouais, qui nous aident à la prise de décision. Mais justement, en fait, on force un peu les LLM à roleplay un rôle d'assistant IA. Ils surjouent le côté robot, en réalité, aujourd'hui, les chatbots. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple de leur faire jouer des personas très humaines et très empathiques et tout ça. Au contraire, on essaye de les brider sous cet angle-là. Enfin bref, mais je pars sur autre chose. Non, c'est super intéressant. Est-ce que tu veux réagir plus que ça? Bah, moi, j'ai envie de relier de manière un peu complètement abstraite, mais est-ce que, in fine, et je me tourne vers toi, Marge, et je pense à Code Ardent, un humain qu'on essaye de transformer en ordinateur et en réceptacle à données et qui continue à avoir une expérience réelle et physique et humaine quand même d'une certaine manière dans un monde qui est réel, est-ce que c'est pas un peu une forme de matérialisation d'une pensée de bah tiens, est-ce que tu trouves ça très différent par exemple que si on mettait une IA dans un robot avec laquelle on aurait des interactions et justement cette question de la relation au sens très large et du sentiment pareil au sens très large, bah, ça reste que c'est quand même au cœur de toi ce que tu travailles même différemment. Oui, c'est tout à fait l'idée, c'est d'avoir d'avoir une IA dans un robot, sachant qu'on n'a plus ni de quoi faire une IA ni de quoi faire un robot. Donc c'est recréer en fait ce contexte dont on parlait avec les chatbots et autres. Alors là, en étant plus sur le côté humain, où il ne va vous dire que ce que vous avez envie d'entendre. Mais oui, c'est tout à fait l'idée, même si c'est un humain, d'avoir un comportement totalement robotique. Et là où moi j'aimerais, enfin, où je me bats, c'est que pour moi ça ne marche pas. L'humain reste un humain. Et c'est sur cette bonne phrase qu'on va passer aux questions de la salle parce qu'il reste à peine 10 minutes de table ronde. Donc voilà, on a effleuré le sujet. J'ai essayé de vous emmener à plein d'endroits différents. J'espère pour vous que c'était pas trop déconstruit. Quand je dis pour vous, c'est et la salle et la scène. Mais en tout cas, on a effleuré plein de thématiques. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui fait passer un micro pour les questions? Et est-ce que... Oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Et je dis bien, précise bien, s'il vous plaît, d'essayer d'être concise pour qu'on puisse prendre un maximum de questions. Oui, j'ai une question sur les personnes qui souffrent de personnalités multiples. Comment ça se passe du coup? Est-ce que c'est plusieurs personnes en une? Est-ce que c'est la même personne? Eh bien, la réponse est visiblement, on ne sait pas. Je suis désolée, je ne suis pas psychiatre, je n'ai pas la réponse. Mais c'est là aussi que c'est intéressant parce qu'on n'a pas spécifié très clairement là où s'arrête toi ton champ d'études et peut-être qu'on aurait pu le faire pour repréciser. Est-ce que tu veux le repréciser maintenant pour anticiper les futures questions, de dire ben ça c'est de l'ordre de moi ce que je peux travailler et ça c'est plutôt de la psychologie, de la psychiatrie, j'en sais rien.
Je travaille sur le fonctionnement du cerveau de manière générale, mais c'est vrai que les pathologies psychiatriques, c'est pas mon champ d'expertise. Ah, je peux juste donner une indication, c'est dans le chapitre de Locke dont j'ai parlé, on n'a pas du tout l'idée que ce type de trouble existe à cette époque-là, mais lui, en tant qu'expérience de pensée, il propose des choses de cet ordre-là. Il dit, imaginons quelqu'un qui, la journée a un certain ensemble de souvenirs, etc. C'est une certaine personne la journée, et puis la nuit, il devient quelqu'un, enfin, il a accès à d'autres souvenirs, il a deux socles, deux ensembles mémoriels distincts comme ça. Et pour lui, il considère du coup qu'il y a deux personnes distinctes et que les actes de la personne le jour, la personne de la nuit n'en est pas comptable et réciproquement. Voilà. Mais pour lui, c'était juste un cas théorique. Et c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est complètement ça, oui. Effectivement, pour lui, il considère que ces deux personnes, étant donné son critère lié à la mémoire. Mais on est typiquement dans les cas qui sont très troubles en réalité, où le concept, si absolument tout le monde était comme ça, si tout le monde avait, je sais pas, on avait en quelque sorte deux cerveaux, et puis il y en a un qui s'activait entre minuit et 12h, l'autre entre 12h et minuit, on aurait probablement un concept de personne qui serait très très différent, qui serait pas lié, on comprendrait bien que un corps, ça ne veut pas dire une personne. On aurait probablement deux concepts bien distincts entre la continuité de l'organisme et une autre notion de personne qui serait du coup beaucoup plus clairement associée à la mémoire. Juste comme c'est rare, on n'a pas besoin de ça dans le langage. Question suivante. Oui, donc très rapidement, identité et mémoire, on a beaucoup parlé des individus. Par rapport à justement la somme des expériences vécues, je trouve qu'on n'a pas vraiment parlé non plus de... Alors là, je me tourne vers le philosophe, le Dasein Heidegger, c'est-à-dire qu'on est jeté dans le monde avec ce que le monde avec une forme d'héritage. Donc identité mémoire, c'est très connoté politiquement de nos jours. Ça pourrait même être le titre d'une table ronde au Puy du Fou, je trouve. Donc ma question, c'est les constructions collectives, justement, la mémoire collective, mais aussi la question identitaire déborde aussi la question de l'individu. Et voilà, et donc en science-fiction, je pense qu'il y a pas mal de thèmes qui l'abordent. Est-ce que tu as envie de réagir? Je me suis arrêté à Dasein, je suis désolé. tu as vraiment ça. Ouais, ça t'a éteint. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Alors, la question de la mémoire collective, elle est encore autre que ce que nous, on a essayé d'aborder. Encore une fois, on n'a qu'une heure, hein, donc je vous propose, je ne sais pas s'il y a des boîtes à thèmes pour les utopiales de l'année prochaine, mais n'hésitez pas. Cette question, pour moi, je me permets du coup de lancer des pistes. Effectivement, je la relis comme toi, cette question qui est plus large du roman national, en fait, et du récit. Et ce qu'expliquait Sophie, pour moi, ça va de la mise en récit teintée de notre émotion et de ce qu'on a envie de raconter, qui peut être confronté à ce que disait Marge, mon expérience du vécu, du réel est factuellement fausse. Je peux te montrer cette image, ce texte de 1515, cette tablette écrite par des Sumériens ou j'en sais rien, qui vient contrecarrer ce que tu racontes de ce récit-là. Pour moi, on est dans cet ordre-là, mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le champ de la création d'identité collective, aussi purement par manque de temps. Moi, j'avais envie de vous amener à plein d'endroits, de parler de plein de références de pop culture. J'avais envie de parler de Blade Runner, de Ghost in the Shell, mais on n'est pas arrivé là. Mais pour moi, c'est plus... je la raccrocherai à ça aussi, quoi. C'est de la mise en récit purement de la narration. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a une autre question? Éventuellement une question de quelqu'un? Peut-être une... Il y avait une question tout devant. Qui a un micro? Qui a le micro? Là. Ah, parfait. J'avais, du coup, toujours par rapport à la mémoire et ce qu'on disait aux souvenirs et à la réactivation des souvenirs. Est-ce que du coup, c'est le fait qu'on réécrit nos souvenirs, c'est synonyme de souvenirs moins fiables? Et du coup, ma question, c'était, comme aujourd'hui, on a tendance à beaucoup plus prendre de photos et à avoir beaucoup plus accès à nos photos, à nos vidéos et à du coup beaucoup plus les revoir. Est-ce que du coup ça voudrait dire que potentiellement notre génération a des souvenirs qui sont moins fiables ou oui, en tout cas quelque chose de ce genre?
Intuitivement, je dirais pas moins fiable. Donc, vous avez peut-être plus de sources qui vous permettraient de vous remémorer des informations. Mais c'est pas une source complète. Donc, c'est à vous de compléter les blancs que les photos peuvent vous apporter. C'est rare qu'on ait pris en vidéo un souvenir que vous avez. Et s'il y a une vidéo, alors forcément, la fiabilité de ce souvenir va augmenter. Puisqu'il suffit de regarder la vidéo et vous avez accès à ce moment-là spécifiquement de votre vie. Donc là, il n'y a plus tellement de remise en question de la fiabilité de l'information. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas reconstruire quelque chose autour de ça. Donc ce moment-là ne qualifie pas la totalité de ce que vous êtes. Il faut reconstruire votre histoire à vous. Merci. Il y avait un épisode, je crois que c'est l'épisode 3 de la saison 1 de Black Mirror, qui traite justement de ce truc-là où tout le monde a dans les yeux un truc qui capte en permanence l'ensemble du flux sensoriel, visuel, auditif, etc. Et on a toujours accès à tout, de façon parfaitement fiable, à toute sa mémoire. Et c'est une hypothèse assez amusante. Et l'épisode est très bien, ça fait partie des bons épisodes de Black Mirror. Mais c'est une hypothèse qui ne questionne jamais qui possède la technologie, qui valide que cette information est réelle, fiable et purement sensoriellement accurate. Et qui a accès aussi. Alors normalement, on a l'impression dans la fiction qu'il n'y a que la personne qui y a accès, mais on peut donner l'accès à quelqu'un si on veut lui montrer un souvenir comme ça. Et voilà, on aurait une toute autre conception de ce qu'est la mémoire. Et en l'occurrence, effectivement, quelque chose qui n'a pas été enregistré, ça paraîtrait comme quelque chose qui a quasiment pas eu lieu, quoi. Mais on a un peu ce réflexe-là aujourd'hui. Parfois, on dit prends une photo, sinon ça n'a pas eu lieu. Enfin, on le dit en anglais. Ouais. Et voilà, c'est vrai que ça, c'est un truc un peu nouveau. Genre, on n'avait pas besoin de ça avant. Mais c'est juste que ce concept de fiabilité, c'est ce qui fait qu'on est vraiment humain. C'est grâce au fait que notre mémoire, elle n'est pas complètement fiable, qu'on va pouvoir la modifier et survivre à nos traumas. Parce qu'un trauma, c'est quelque chose dont on va pouvoir se souvenir, mais on va aussi pouvoir supprimer la charge émotionnelle négative qui est associée à cet événement. Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour qu'on arrive à survivre dans notre environnement. C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas pris le temps de parler, mais qui est quand même, il me semble, central, y compris d'ailleurs en littérature. Le fait que souvent, cette question de l'individu, de qui on est, et de garder ou pas la mémoire, elle est associée à la thématique du traumatisme. Oui. Et les thérapies travaillent beaucoup là-dessus. On peut vraiment manipuler nos souvenirs pour enlever les charges émotionnelles négatives. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Je pense Oui. que oui. Alors, il y a une question tout devant, et je ne sais pas qui a le micro. Si jamais quelqu'un aussi pourra passer devant. Bonjour, j'aimerais vous entendre plus parler du corps. Ça a été un tout petit peu évoqué comme étant un espace de contrainte de la mémoire. Il y avait la question de la poupée qui connaîtrait le karaté. Je trouve ça... il y a la question de la mémoire musculaire, une mémoire qui est réellement encodée dans les cellules musculaires au niveau de l'épigénétique, de la mutilation de l'ADN. Du coup, la mémoire ne serait pas que dans le cerveau, dans les neurones. Il y a aussi tout le système nerveux autonome. Donc voilà, je serais intéressée. J'ai trouvé que c'était un peu un manque dans la conférence. Ça vous irait de rajouter des infos là-dessus? Alors moi, ça m'irait. Je tiens à dire que c'était un choix volontaire de ma part de dissocier de cette question du corps en termes de temps, et surtout que je pense que il y a différentes approches sur le corps, y compris dans la science-fiction, corps augmenté, pas augmenté, etc. Et je vous invite à vous renseigner parce qu'aujourd'hui, il y a une super table ronde aussi sur la question de l'antivalidisme et du rapport au corps, et où je pense que tout ça sera traité. Oui, je ne vais pas répondre à cette question de manière complète parce que c'est vrai que la façon dont j'ai décrit la mémoire, c'était vraiment lié à ce principe d'identité individuelle. Mais vous avez raison. Il y a aussi plein d'autres mécanismes dans le corps qui permettent d'encoder des informations et de les encoder de manière durable. Donc oui, tous les exemples que vous avez cités sont tout à fait réalistes. Est-ce que Marge ou Thibaut, vous voulez réagir? On a le temps d'une dernière question, mais très concise. Il y a quelqu'un devant, il me semble. Oui, c'était pour vous demander, peut-on, grâce à la science-fiction, émuler une mémoire humaine en se ressaisant des souvenirs qu'on a vécus dans le temps, pour que vous parliez de deuil et tout ça. Alors moi, ça m'a rappelé un peu des souvenirs. Bah oui.
oui, je dirais même la science-fiction est tout à fait qualifiée pour ça, tant que ça n'existe pas en data et une clé USB qu'on peut se brancher derrière la nuque, pour citer Altered Carbon. Oui, c'est quelque chose qu'évidemment on cherche à travailler. Là, sur ce roman, ça fait aussi partie des choses qui étaient intéressantes, c'est accéder à une mémoire non altérée, voir de quelle façon on pouvait augmenter cette mémoire pour ne pas du tout en altérer les échos, etc. Donc oui, en science-fiction, on cherche beaucoup à préserver la mémoire et à se remémorer plus loin que normalement notre humanité nous le permet. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé à cette table ronde. Merci d'être venus. Merci à vous. Je vous rappelle que les livres sont disponibles à la librairie des Utopiales. Et puis, je pense que si jamais on vous retrouve peut-être éventuellement en dédicace, j'en sais rien. Maintenant ? On vous retrouve en dédicace maintenant. Voilà. Bonne journée tout le monde. Merci encore aux Utopiales, tous les membres et tous les bénévoles.